Le débat de Smart Impact porte sur le Green Deal, le pacte vert, au cœur des enjeux des élections européennes. On en parle avec Cécile Coulet. Bonjour et bienvenue. Vous êtes responsable des affaires européennes chez Équilibre des énergies. Anne-Claire Poirier, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisée sur les thématiques d'énergie et d'écologie. On va peut-être pour commencer rappeler les engagements européens en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Les 27 pays de l'Union se sont engagés à réduire d'au moins 55% d'ici à 2030 par rapport au niveau de 1990, c'est le Fit for 55, et puis l'Union européenne, alors là c'est une ambition encore plus importante à l'horizon 2050, neutralité carbone. Alors dans cet objectif, il y a une étape importante qui avait été franchie avec le Green Deal, le fameux pacte vert. Est-ce que vous diriez que c'est un enjeu majeur de ces élections européennes aujourd'hui, Cécile Coulet ? Alors, la politique énergie-climat, plus que le Green Deal en lui-même, est effectivement un enjeu majeur de ces élections, pour deux raisons. Une raison pratique sur le fait qu'il nous reste encore beaucoup de choses à faire pour s'assurer qu'on puisse atteindre nos objectifs climatiques pour 2030. Donc, l'Union européenne doit continuer son action. Et également, il y a une raison politique à ça, dans le sens où les domaines énergie, climat, décarbonation et industrie sont des domaines où le Parlement a un rôle très important, contrairement à d'autres enjeux comme la défense, qui sont très mis en avant, mais qui sont plus pour les États membres. C'est très important ce que vous dites, parce qu'il y a beaucoup de téléspectateurs, de citoyennes et de citoyens qui disent l'Europe c'est loin, c'est pas pour nous, ça ne nous concerne pas. En fait, ça a des conséquences majeures sur notre vie quotidienne. Ce pacte vert, on parle beaucoup d'énergie, évidemment, énergie-climat, mais d'une manière générale, il y a une drôle de petite musique, si j'ose dire, Anne-Claire Poirier, ce sentiment qu'il est en train d'être détricoté ou qu'il pourrait être détricoté. Comment vous le ressentez, ça ? Oui, en ce moment, c'est un peu ce qu'on appelle communément le backlash. Ça a démarré assez fort en 2019 parce qu'il y avait aussi à l'époque la société civile qui portait ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des marches climat à l'époque. Aujourd'hui, on a des agriculteurs qui assiègent les institutions européennes. Donc c'est ça qui se passe. Il y a une espèce une contre-révolution. De là à ce qu'il y ait un détricotage, moi je veux pas le voir tout de suite. Tout va se jouer là lors des élections. Et effectivement, ce qui est difficile avec les élections européenne, c'est que souvent les électeurs sont volatiles, se décident assez tard. Donc pour l'instant, on voit venir une marée brune. Est-ce qu'elle sera aussi importante qu'on le craint ? En 2019 aussi, on avait peur et puis finalement les écologistes sont passés devant, l'ont remporté. Aujourd'hui, c'est encore un peu difficile de quantifier le risque de détricotage, même si effectivement il existe. Mais quand même, le mouvement, je reste avec vous, de grogne, de colère des agriculteurs, ça envoie un signal. Et d'ailleurs, un signal qu'il faut peut-être que l'Europe intègre dans, je ne sais pas, des erreurs qui ont peut-être été commises aussi dans la façon de développer ou d'imposer, je ne sais pas quel terme employer, ce pacte vert. Vous savez, c'est une tendance qu'on constate un peu partout en Europe. En France, on est parti pour envoyer au Parlement européen la plus grosse délégation d'extrême droite. En Italie... Mais ce n'est pas seulement lié à l'extrême droite. Il y a effectivement dans le programme des partis d'extrême droite, pardon de vous interrompre, en France ou en Europe, effectivement, il y a eu la volonté de mettre un gros coup de frein, mais ce n'est pas le seul parti à dire ça. Et tous les agriculteurs ne votent pas pour l'extrême droite. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, j'entends. Il y a une question d'acceptation par les citoyens d'un virage qui est peut-être, à tort ou à raison, mais perçu trop brutal. Trop brutal. Honnêtement, moi, je suis assez convaincue, je serais intéressée de connaître votre avis, que cela ne se serait pas passé comme ça s'il n'y avait pas eu des échéances électorales qui étaient si proches. Je veux dire, la colère des agriculteurs, elle a été prise en compte et utilisée d'une certaine façon parce qu'on a les échéances européennes qui arrivent. J'ai envie de croire que le détricotage pourrait s'arrêter là. J'ai l'impression qu'en tout cas dans les secteurs industriels, aujourd'hui les enjeux sont pris en compte. Il y a besoin de stabilité. Ce serait vraiment pas productif de revenir en arrière. Côté citoyen, finalement, tout ça, c'est des sujets qui vont arriver dans les parlements nationaux prochainement. Il y a le temps pour le débat. L'Europe fixe des obligations de résultats.
Par contre, les pays vont rester libres de leurs moyens quand même, de manière très générale. Ouais. Il ne faut pas faire penser aux gens qui nous écoutent que l'Europe impose d'en haut une façon de faire qui arriverait directement aux États. Ce n'est pas du tout le cas. Ça va être rediscuté dans les parlements nationaux quand même. Cécile Coulet, votre avis là-dessus? Est-ce que le Parlement européen, l'Union européenne et puis finalement les États, vous avez raison, dans leur façon d'appliquer ce pacte vert, ont sous-estimé l'impact social des transformations? On peut dire ça différemment. Est-ce qu'il faut un plan social du climat? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, l'enjeu social et l'impact social du Green Deal, il a toujours constitué une préoccupation importante de l'Union européenne et de la Commission européenne dès les origines du projet. Et on voit que dans tous les documents stratégiques qui ont lancé le Green Deal, la référence au principe de la transition juste est omniprésente et s'est traduite ensuite par des projets concrets comme notamment le Fonds social pour le climat qui a été mis en place et qui doit permettre de flécher jusqu'à 65 milliards d'euros vers des mesures de soutien pour l'accès aux véhicules électriques, pour l'accès aux transports en commun et la rénovation. Maintenant, il y a eu quand même des faiblesses en termes déjà de communication, à la fois de la part de l'Union européenne et peut-être des médias qui n'ont pas beaucoup relayé ces mesures-là qui ont été mises en place. Dire le volet social des mesures social qui existe déjà dans les mesures du Green Deal. Et également, il y a un enjeu sur le volume et l'ordre de grandeur, puisque 65 milliards d'euros, c'est très bien, mais ça ne suffira pas pour l'ensemble de la transition et qu'il faudra impérativement qu'il y ait un grand plan de financement qui soit adopté et mis en place dans le cadre de la prochaine mandature. Sur cette question de l'acceptation, on peut prendre l'exemple de la réouverture de mines sur le territoire français, par exemple, les mines de lithium ou autres. C'est toujours très intéressant de voir que quand on pose la question aux Français d'une manière générale, ils disent « mais oui, il faut une réindustrialisation verte, il faut des mines, il faut une autonomie en matière de batterie, etc. » Et puis, quand on s'approche de l'endroit où on va ouvrir ces mines, ça se complique. Donc cette question-là, vous voyez ce que je veux dire? Comment embarquer avec soi les premiers concernés? Alors c'est sûr que le phénomène qu'on appelle du NIMBY, Not in my backyard, pas de ça chez moi, joue à plein sur le Green Deal. Maintenant, il faut aussi que peut-être les mesures européennes soient remises dans leur écosystème où souvent on se fixe sur des grandes lignes. On peut penser au ban des voitures thermiques 2035 et on ne va pas voir les mesures qui sont mises en place et qui accompagnent cette transition-là avec par exemple des soutiens, mais comme je le disais, pour l'accès aux véhicules électriques, donc pour accompagner les consommateurs dans cette transition. Et forcément, si on se focus uniquement sur les contraintes sans montrer le pendant qui a été réfléchi en même temps pour l'accompagnement, ça crée une hostilité et une cristallisation des critiques. Ouais. C'est un bon exemple, la voiture électrique, Anne-Claire Poirier, parce qu'on a vu qu'il y a eu ce leasing social qui a été mis en place là, pour l'année 2024, avec un budget. Alors, il y a deux façons de lire l'histoire. Soit on se dit, c'est super, il y a énormément de Français qui ont envie de passer à la voiture électrique et qui veulent monter dans ce train du changement. Et puis de l'autre côté, vous parliez de budget et d'aide, on n'avait pas mis assez d'aide au bout du dispositif, puisqu'il a fallu l'arrêter au bout de, je ne sais plus, un mois et demi à peine, quoi. Ah c'est ça, mais ça c'est un des gros sujets. Moi, il me semble, alors pour le coup, que ce soit en Europe ou au niveau national, il me semble que la transition énergétique, il lui manque deux choses. Il lui manque de l'argent, et ça c'est assez évident. Ouais. Et socialement, c'est explosif. Il va vraiment falloir qu'on mette les moyens. Et moi, je trouve qu'il manque aussi un récit, pour revenir à ce que vous disiez sur le NIMBY. Quand il y a un récit sociétal autour de quelque chose, les gens, quand le projet arrive localement chez eux, ils le perçoivent déjà différemment. Et on manque terriblement d'un récit. Alors le Green Deal, dans les médias, je crois que c'est quasiment nobody. Et la transition énergétique, dans le discours politique et médiatique français, il est encore très parcellaire, quoi. Il n'y a pas de... Oui, ou alors peut-être qu'on s'est trompé avec un discours qui a d'abord été très anxiogène et culpabilisateur. On peut se dire, nous, collectivement, moi j'en prends ma part, en tant que journaliste et média, dans la façon de parler de la transformation environnementale. On a d'abord actionné ces leviers-là. Moi, je me souviens d'un film de Nicolas Hulot qui était ultra sombre, ultra anxiogène. Peut-être qu'il fallait réveiller les consciences, mais on est resté un peu sur cette tonalité-là. Ça, c'est mon avis. Je veux bien qu'on parle un peu de la concurrence des autres pays. Quand on voit l'Inflation Reduction Act qui a été voté aux États-Unis,
par Joe Biden, qui propose, je vais simplifier, des subventions et de l'électricité à bas prix, de l'énergie à bas prix pour attirer les grands projets de l'industrie verte. Alors là aussi, il y a deux lectures. On peut se dire super, les Américains s'y mettent, ou alors c'est un aspirateur à projet, quoi. Ils nous piquent nos meilleurs projets. Comment vous réagissez à ça, Cécile Coulet ? C'est effectivement d'abord une bonne chose quand même que les États-Unis enclenchent cette vitesse sur la transition énergétique. C'est très important parce que ce n'est pas l'Union européenne toute seule qui va faire la neutralité climatique pour l'ensemble de la planète. Maintenant, ça pose la question de ce que sera la réponse de l'Union européenne à cette stratégie. Et effectivement, l'Union européenne a adopté aujourd'hui au Parlement le projet de règlement NZIA, donc pour une industrie à émissions zéro net. Qui est un plan, qui est une étape importante, mais disons que c'est un petit peu un secret de polichinelle que de dire que le NZIA n'est pas une réponse appropriée ou à la hauteur de l'Inflation Reduction Act, puisque, vous le disiez, l'IRA met à peu près 700 milliards de dollars sur la table, là où NZIA propose des facilités administratives pour déployer des projets industriels. Donc on n'est pas du tout sur le même registre. Anne-Claire Poirier, vous avez commencé à l'évoquer, mais je veux bien qu'on termine sur finalement notre responsabilité collective le 9 juin. Le bulletin qu'on mettra dans l'urne, il aura des conséquences sur cette transformation environnementale, sur la rapidité du virage, même sur l'accompagnement social. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on réalise pas assez, mais on estime qu'environ 20% des lois en France sont directement inspirées de ce qui se passe au niveau européen. Et c'est pas n'importe quelle loi. Généralement, c'est des lois qui sont cadres. Donc en fait, en réalité, ça irrigue tout notre système de réglementation. Donc je trouve effectivement que les citoyens auraient intérêt à s'intéresser aux élections. On n'est pas loin de 50% d'abstention en général aux élections européennes. C'était 51% il y a 5 ans. Voilà. Et surtout, par rapport notamment aux citoyens français, parce qu'on est un pays qui est considéré comme leader quand même au niveau européen, si on envoie une grosse délégation d'extrême droite, ça veut dire que c'est d'autres députés qui ne prendront pas cette place-là, qui ne porteront pas cette ambition, et notamment les députés Renaissance, Pascal Canfin, qui avait la présidence de la Commission européenne, qui a vraiment été l'architecte du Green Deal. Si la France perd cette influence au sein des différents partis européens, parce qu'elle aura envoyé à la place des citoyens, des députés d'extrême droite, c'est effectivement le virage à droite risque de se confirmer et on va perdre cette influence à la fois française, mais pour la transition énergétique. Enfin, il y a vraiment un intérêt à se déplacer aux urnes. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique Start-up.